Je n'ai rien reçu de l'administration pour votre information. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On n'est pas informé. Donc, c'est la raison pour laquelle les invitations sont arrivées tardivement ou ce matin de la part de votre délégué que je remercie publiquement de ce qu'il fait pour essayer de consolider cette union pédagogique qui se fait en ligne. Donc, sans tarder, donc le cours est affiché sur vos écrans, normalement. S'il n'est pas affiché, vous me le dites. Bon, donc la dernière fois, on s'est arrêté normalement au type d'interopérabilité. On va parler maintenant des approches de l'interopérabilité. Et à travers, je ne sais pas, je vais zoomer un petit peu. Est-ce que vous arrivez à voir? Ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va parler des approches. Et à travers ce titre, on va mettre en évidence la relation existante entre les normes, donc les standards, et le concept de l'interopérabilité. Puisque je me souviens, je vous ai dit la dernière fois que l'interopérabilité entre les deux systèmes au minimum fonctionne sur la base des normes, d'accord? C'est-à-dire, en fait, l'interopérabilité des systèmes, ce sont l'interopérabilité des normes. D'accord? Donc, on va parler des normes dans cette deuxième partie du chapitre 1. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu les normes dans les années précédentes. Est-ce que vous avez étudié les normes? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on les a vus l'année passée. En fait, monsieur Rachid. Très bien. Donc, vous connaissez la norme ouverte, la norme fermée. Donc, et donc, vous savez sûrement que les normes sont rédigées par des groupes qu'on appelle souvent des consortiums ou des associations. D'accord? Donc, la base d'élaboration d'une norme est basée sur le concept collaboratif, c'est-à-dire c'est les prestations ou les fournies par différents éléments constitués ces consortiums, qui peuvent être des technologues, des spécialistes en technologie, des juristes, des spécialistes en marketing, des droits aussi, je l'ai dit, des juristes, et aussi des membres, des représentants des instances étatiques, etc. Bon. Et même des individus du domaine qui peuvent adhérer et participer au groupe de travail qui élabore une documentation technique détaillée et vulgarisée qui, en fait, constitue la norme. Donc, les normes ouvertes. On va commencer par les normes ouvertes. Les normes ouvertes, et standards communautaires. D'accord? Standards communautaires. En fait, puisque vous avez fait les normes, la norme est publiée. Donc, son modèle d'apparition, la norme apparaît via une publication. D'accord?
avant l'arrivée du web et de l'Internet, elle était publiée sous forme de documents en papier. Maintenant, la norme est publiée sur les sites web directement liés en matière de thème au contenu de cette norme. Et avant une publication définitive, pour ce qui est de la norme ouverte, elle est d'abord publiée à l'état de brouillon, ce qu'on appelle en anglais le draft. Pour que les personnes intéressées par cette norme peuvent participer en étudiant la version brouillon pour essayer d'apporter des propositions qui vont être tenues en compte par l'organe qui a publié cette norme, l'organisation qui a publié cette norme, pour élaborer la version définitive qui sera publiée. Donc, le fait de publier à l'état de brouillon cette norme donne la possibilité de faire des essais, d'accord, et aussi de mettre en œuvre une stratégie qui permet de trouver les défauts ou les failles de cette norme et de les corriger ou de les modifier. Avant de publier la recommandation officielle, d'accord, qui sera définitive. Donc, le fait que cette publication est ouverte, donc, tout un chacun parmi nous qui s'intéresse a la possibilité de les étudier, d'accord, c'est-à-dire étudier les documents dans lesquels les contenus du standard ou de la norme sont publiés et bien sûr tenter de développer un système qui serait conforme à ces standards. Du fait que la rédaction de ce standard ou norme est ouverte à la communauté, d'accord, sur le plan politique, il y a un avantage. C'est quoi cet avantage? C'est que le contenu de cette norme ne va pas satisfaire une minorité pour le cas, par exemple, des normes fermées, mais il va satisfaire une majorité. D'accord? Et donc, disons qu'il y a plus de démocratie dans les normes ouvertes que dans les normes fermées. Alors, des organismes qui fonctionnent selon la norme ouverte, c'est-à-dire selon un processus ouvert, j'en ai cité 5. Est-ce que vous les connaissez? La DMTF, l'IUTF, la W3C, l'ISOC et l'Unicode. Vous les connaissez? Répondez, allez-y. Non, Est-ce que vous connaissez ces normes? Monsieur, Ces organismes, toutes les normes. personnellement, je m'en rends compte. D'accord. Alors, c'est des organismes qui fonctionnent selon un processus ouvert, c'est-à-dire qu'ils élaborent des normes ouvertes au public, qui ne sont pas secrètes, qui ne sont pas fermées à un groupe privé. Le point commun, c'est que, pourquoi je les ai choisis? Parce que ces 5 organismes, leur point commun, c'est que ce qu'ils produisent comme normes s'intéresse à Internet. D'accord? Ils ont un point commun, c'est qu'ils activent dans l'Internet. Et le fait que toutes les normes qui sont utilisées aujourd'hui dans l'espace d'Internet sont ouvertes. Il y a des avantages, c'est que Internet aujourd'hui
n'est pas celui des années 70 ou 80, 70 dans le secret, 80 dans le public. Ils ont bien développé l'Internet, mais malheureusement, les normes ouvertes ont un point faible, c'est la sécurité. Le fait d'ouvrir des normes à tout le monde, le contenu ça, le produit dans lequel sont utilisées ces normes devient très vulnérable sur le plan sécurité. Alors, ces organismes, ces 5 organismes comme exemple, fonctionnent sous forme de consortiums privés réunis en groupements d'intérêts. C'est-à-dire, celui qui, les membres des groupes qui forment ces consortiums, ils ont un intérêt commun, mais à un but non lucratif, c'est-à-dire, c'est pas pour faire du commerce, mais ils ont un intérêt commun. Acceptent les adhésions de n'importe qui, de quiconque, sans aucun avantage, comme la réservation du siège, et font appel à des contributions du public, parfois. Bien sûr, directement liées à la thématique dans laquelle ces organismes activent. D'accord? Leur force. D'accord? C'est le nombre des membres qui participent au consortium. D'accord? En plus, je l'ai mis en parenthèse, ils ne sont pas obligés, il n'y a aucune obligation à émettre une norme. OK. Donc, les membres qui participent aux travaux de l'élaboration de la norme produisent donc des normes ou standards, bien sûr en langue française, qui seront approuvés, il y a des messages. Attendez. Bon, Abdelrahim Deboub m'envoie des explications. Bon, on va voir les exemples. On va les voir. Enfin, je vais essayer de vous expliquer parce que moi, je considère que les organismes de normalisation, c'est un cours qui a été fait ailleurs. Quand on ne peut pas faire des cours sur des normes sans citer des entités qui font des travail le plus important dans le secteur des normes ouvertes. D'accord? Donc, après avoir approuvé à l'intérieur de ces organismes un contenu ou des contenus des normes, ils les vont soumettre, d'accord, à des organismes de normalisation officiels qui peuvent être nationaux, c'est-à-dire qui appartiennent au même pays dans lesquels activent ces organismes, ou bien dans d'autres pays à l'étranger, donc le contexte international. D'accord? Et avec lesquels ces organismes de normalisation officiels ont des membres ou des représentants à l'intérieur des organismes non officiels qui travaillent selon un processus ouvert à un but non lucratif. D'accord? Donc, la DMTF, acronyme qui signifie en anglais Distributed Management Task Force. Donc, c'est une équipe qui s'occupe de la normalisation des infrastructures informatiques anciennes et nouvelles. D'accord? Son
Son domaine donc privilégié pour la DMTF, c'est l'informatique. L'informatique, principalement côté hardware, c'est-à-dire infrastructure. Ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas des normes dans le secteur logiciel. Si, ils produisent. Ils sont très actifs. Les membres de cette organisation sont très actifs aujourd'hui dans le cloud. D'accord, le cloud, c'est la dernière architecture informatique. La virtualisation, celle qui était bien avant l'arrivée du cloud. Toutes les technologies réseau, plus côté informatique que côté électronique, les serveurs, le stockage. Voici les champs d'intervention de la DMTF. D'accord? Donc, la DMTF, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élabore des normes et elle s'assure que ces normes créent des solutions informatiques interopérables. C'est le but essentiel. D'accord? Toutes ces normes sont développées en mode ouvert, c'est-à-dire normes ouvertes, ou bien open source, ou open standard, par la DMTF. D'accord? Elle contient, elle est composée de plusieurs membres, d'accord, qui activent dans le secteur informatique, et principalement les grandes sociétés de production ou des fabricants des équipements informatiques ou des équipements réseau comme Cisco, comme Dell, HP, Intel, Lenovo, etc. Et même des opérateurs, hein, même des représentants des opérateurs réseau. D'accord? Donc les dernières normes ouvertes, produites, élaborées par la DMTF, concernent beaucoup plus le cloud, la gestion de l'infrastructure cloud, du matériel système, du modèle de données dans une plateforme réseau, etc. Du BIOS aussi pour les micro-ordinateurs et aussi les normes, des protocoles, des modèles de données et aussi de leur sécurisation. Voilà, la DMTF, c'est un organisme très très important. Ce qui est avantageux avec cette norme, c'est qu'elle opère en open source. Cette organisation, pardon, elle opère en open source. Deuxième, IETF. IETF, Internet Engineering Task Force. Donc, task, ça veut dire groupe, équipe. D'accord? Et bien sûr, comme son nom l'indique, Internet Engineering, ingénierie de l'Internet. C'est l'une des plus grandes communautés, puisque communauté ouverte, bien sûr, là, qui comporte des représentants de plusieurs pays, et ouverte à qui? À des personnes qui partagent les mêmes intérêts. Qui? Pas à des personnes morales, hein, et à des sociétés qui partagent les mêmes intérêts. Qui sont? On peut dire les fabricants des équipements réseau, les opérateurs, les vendeurs en ligne, les réseaux sociaux, les sociétés d'Internet, Google, les chercheurs aussi. D'accord? Les chercheurs qui travaillent dans le domaine d'Internet et qui sont concernés par l'évolution de l'architecture Internet et aussi le bon fonctionnement de l'Internet. Donc, sans l'IETF, l'Internet ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui. D'accord?
c'est l'IETF qui a amélioré le fonctionnement de l'Internet. De quelle améliorer le fonctionnement de l'Internet? En élaborant des normes propres à Internet. En plus, ce sont des normes ouvertes et qui sont publiées sous forme de documents techniques. D'accord? Ces normes techniques donnent des informations sur la manière dont Internet fonctionne. Généralement, la majorité de ces normes sont des protocoles, d'accord? Des protocoles qui permettent des meilleures pratiques et qui sont aujourd'hui, donc, si on compare l'Internet d'aujourd'hui à celui d'il y a 10 ans, aujourd'hui, grâce à l'IETF, on peut naviguer sur Internet sur pas uniquement l'IETF, mais l'IETF a une grande part, on peut naviguer sur des supports mobiles. On parle aujourd'hui d'un Internet fixe et d'Internet mobile. D'accord? Et c'est grâce à la normalisation de tout le processus d'innovation technologique, c'est-à-dire l'innovation produite par des nouvelles technologies directement utilisées dans l'Internet. D'accord? Voilà. Pour vous donner une idée, l'IETF a rédigé sa première RFC. C'est quoi la RFC? RFC signifie... Est-ce que vous connaissez le RFC? Puisque vous avez fait les cours sur les normes. Connaissez-vous la RFC? Allô, allô? Monsieur, je sais Quelqu'un pas, me répond? بالك des documents ouverts la communauté هكذا باش يزيدوا عليهم quelques trucs كيما نقول لك. RFC, c'est un acronyme, pardon, qui signifie Request for Comments. Request for Comments. C'est-à-dire, nous attendons des commentaires de la part des lecteurs de cette norme. Donc, toutes les normes produites par cet organisme, c'est-à-dire l'IETF, sont éditées ou sont éditées sous forme de RFC. D'accord? Le premier RFC qui a été édité par l'IETF date de 1969. Pour vous donner une idée, en 1969. D'accord? Et donc, aujourd'hui, l'IETF compte 9000 RFC. Vous savez, 9000 RFC. D'accord? Donc, si vous divisez 9000 par le nombre d'années de 1969 jusqu'à 2021, vous allez avoir une moyenne de combien de normes sont élaborées annuellement par cet organisme. D'accord? Et d'ailleurs, c'est cet organisme qui a normalisé, je ne me souviens pas, mais je pense, hein, je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Protocole IP, je pense que c'est l'IETF. Enfin, l'un des organismes, mais ils sont plusieurs. D'accord? Bon, et ces 9000 RFC produites, éditées par l'IETF, bon, concernent l'Internet dans tous les formats. Les logiciels,
logiciels, les algorithmes, les protocoles, etc. D'accord? Il faut préciser une chose très importante. Normaliser, ça ne veut pas dire inventer. D'accord? L'invention, c'est autre chose. On peut inventer une technologie, mais si elle n'est pas normalisée pour être applicable d'une manière collaborative dans un domaine, elle ne peut pas. D'accord? Si on fait une comparaison entre Zigbee, c'est une technologie réseau sans fil, elle est très peu, avec par exemple le Wi-Fi ou avec le Bluetooth. Zigbee, très peu connue. Et pourtant, c'est une technologie qui a beaucoup de qualité performante en matière de transmission de données, mais elle est très peu connue. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi et le Bluetooth l'ont tué parce qu'ils étaient normalisés, beaucoup plus normalisés, beaucoup plus interopérables par l'activité des organisations de normalisation, d'accord, par rapport aux Zigbee. Ça, c'est un exemple. D'accord. De la même manière, si vous comparez le WiMAX ou LTE. Le LTE a gagné la bataille de la normalisation par la 3GPP, donc la 4G, par rapport à la WiMAX, parce que le WiMAX n'était pas cellulaire. Voilà, tout simplement. Donc, pour bien situer l'importance de la normalisation dans le domaine technologique. Bon, il y a Zakour Sami qui me dit environ 160. C'est quoi 160? Ah oui. Environ 160 normes, monsieur. Normes par année. Oui, on va dire. D'accord. D'accord. Ok. C'est beaucoup, hein? 160 par année. Hein? Oui, pratiquement chaque mois qu'il y a une. Voilà. Attends. Donc, j'arrive à la troisième organisation qui est très, très, très active dans l'Internet, mais uniquement dans le web. Vous savez, aujourd'hui, Internet, avant l'arrivée du web, c'était du texte DOS sur les écrans. Après l'arrivée du web, c'est devenu des images d'une charte de couleurs, des liens, d'accord? Et aujourd'hui, Internet, pour la majorité des pays, surtout au niveau de notre continent africain, l'Internet, c'est Facebook. D'accord? Si on prend l'Algérie comme exemple, plus de 75% d'activité Internet relevée par les internautes algériens, c'est Facebook. Vous savez, donc l'Internet est devenu de Facebook. Donc, lorsqu'il y a eu l'invention du web, d'ailleurs, il est très actif, l'inventeur, pardon, il est toujours vivant. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Tim Berners. D'ailleurs, récemment, la semaine passée, il a fait une conférence au sommet mondial du web qui s'est tenu au Portugal, à Lisbonne, où il a critiqué les réseaux sociaux qui sont en train de tuer Internet, de transformer Internet en un espace de banditisme, de haine, de guerre, etc. Parce que c'est lui l'inventeur du web. D'accord? Et ça lui, quand il voit aujourd'hui Internet, ça ne lui plaît pas. D'accord? D'accord. D'ailleurs, il a raison. Quand on voit Facebook qui est en train de créer une guerre civile en Éthiopie, donc l'Internet, s'il n'y avait pas Internet, il n'y aurait jamais eu peut-être
une guerre civile en Éthiopie, ou une menace de guerre civile en Éthiopie. D'accord? Ce sont des mauvaises choses, malheureusement, que l'Internet apporte à la communauté internationale, en dépit des bonnes choses aussi qu'il apporte, mais toujours est-il, le plus important, c'est l'usage. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, parce que l'Internet, c'est bien pour l'humanité, mais à consommer avec une modération. C'est-à-dire, modération par rapport, non pas à la quantité d'informations que vous consommez, mais modération par rapport au type d'informations que vous consommez. Donc, il faudra que les informations négatives soient considérées ou consommées le plus moins possible, avec un taux, vraiment un taux d'erreur, 1%. Et les bonnes informations, il faudra les consommer à 99%, bien sûr, à condition d'avoir une capacité, d'accord, une capacité à différencier une bonne information d'une mauvaise information, parce que c'est pas facile. À l'intérieur d'Internet, c'est pas facile de différencier entre une vraie ou bonne information d'une mauvaise information, même si cette information est véhiculée par un texte à lire, une image à voir, une vidéo à lire, quel que soit le support. D'ailleurs, c'est le problème de notre humanité d'aujourd'hui. Donc, la W3C, donc World Wide Web Consortium, donc c'est un consortium World Wide Web. En fait, c'est une communauté, disons, multinationale ou internationale, dont les membres travaillent ensemble pour moderniser le web, pour élaborer des normes web qui rendent le web plus beau, plus facile à utiliser. Vous savez, le web maintenant, il fonctionne avec des clics. Vous ne tapez rien du tout. D'accord? Rien du tout. Mis à part mot de passe ou identifiant, même ça va disparaître. Même ça va disparaître. Donc, ces membres qui élaborent des normes web en mode ouvert et non pas propriétaire, fermé. Donc, en mode ouvert. Donc, ces normes sont généralement des protocoles qui donnent de la croissance au web. D'accord? Qui donnent de la croissance au web avec un modèle ouvert, c'est-à-dire que les membres de la communauté W3C travaillent en nette collaboration, en mode collaboratif, avec bien sûr une responsabilité, d'accord, dans l'élaboration des normes. Le principe de la W3C, c'est le web pour tous. D'accord? Le web partout. Le web surtout. C'est-à-dire, voilà. Si vous voulez plus d'informations sur ça, vous avez Internet, vous pouvez lire, bien sûr, en anglais, parce que les références ou les informations utiles sont publiées beaucoup plus en anglais que les autres langues. Et qu'est-ce que je pourrais... l'ISOC, toujours. L'ISOC, c'est l'Internet, c'est Internet Society. D'accord? C'est l'organisation qui représente l'Internet en tant que support d'usage.
numérique, en tant que support d'usage numérique. Et c'est grâce à cette organisation qu'Internet est resté aujourd'hui ouvert, c'est-à-dire un Internet pour tous. D'accord? Et vraiment, cet organisme est très, très gêné par ce que les réseaux sociaux sont en train de faire d'Internet. D'accord? Donc, dernier organisme, Unicode. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de l'Unicode? L'Unicode, c'est une entité qui élabore des normes qui concernent les caractères utilisés dans le monde informatique. Voilà, les caractères. Et donc, tout le codage, le processus de codage des caractères qui font fonctionner Internet aujourd'hui sont élaborés et normalisés par l'Unicode en mode ouvert, c'est-à-dire que ce sont des normes toujours ouvertes. D'accord? Par exemple, le meilleur exemple pour montrer l'importance de cet organe, voilà. Si je prends deux étudiants parmi vous, un, il dispose d'un téléphone Android et l'autre, il dispose d'un iPhone. D'accord? Si le premier étudiant envoie un message sur Facebook à son camarade qui a l'iPhone, son camarade arrive à lire le message qui a été fabriqué en se basant sur Android et l'autre, il va le lire en se basant sur le iOS. S'il n'y avait pas la compatibilité des caractères utilisés dans l'élaboration, l'écriture du message et la lecture du message, quelle que soit la langue, d'accord, quelle que soit la langue, s'il n'y avait pas Unicode, l'appareil de réception, c'est-à-dire l'iPhone, ne peut pas reconnaître le message rédigé par l'appareil d'émission qui est l'Android. Ça, c'est un exemple. Donc, tout ce qui est caractère sont normalisés par cette instance qui s'appelle Unicode et qui fonctionne sous le modèle ouvert. D'accord? Donc, grâce à Unicode, un smartphone peut lire un fichier ou peut recevoir un fichier à partir d'un ordinateur portable, par exemple, d'un laptop, donc, ou d'une tablette, ou d'un serveur, ou d'un data center cloud. Donc, tout ça, écrit dans n'importe quelle langue, avec n'importe quel symbole. D'accord? Ça, c'est le travail d'Unicode, et vous voyez l'importance d'Unicode. Donc, les 5 organisations que j'ai choisies comme exemple, je les ai choisies. Wadida Abaou, vous me dites UTF-8, c'est quoi UTF-8? Ah, enfin, je ne le connais pas. C'est quoi? Oui, c'est un codage. Codage تاع الويب. Oui, le codage qui, oui. Le codage qui pour les ordinateurs, oui. Non, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse dans le cours, c'est l'interopérabilité. La compatibilité des caractères, c'est une forme d'interopérabilité. Quand un ordinateur arrive à lire un fichier envoyé à partir d'un smartphone, c'est une interopérabilité. D'accord? C'est une interopérabilité. D'accord?
même si les deux fichiers n'émanent pas du même serveur. Voilà. Donc voilà, j'ai bien expliqué les 5 l'activité des 5 organisations. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, je vous réponds. Je suis là pour répondre. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, non, monsieur. Oui, Mohamed Baraka, il me dit que c'est un codage comme ASCII et le TF8 a remplacé l'ASCII parce qu'il est plus riche en matière de symboles. Voilà. C'est bien, c'est très bien comme remarque. D'accord, très très bien. Donc, j'ai cité des exemples d'organismes, d'organisation ou des groupes d'intérêt qui normalisent selon un modèle ouvert. Donc, je vais citer des produits, c'est-à-dire des normes ou standards qui sont ouverts. Vous avez l'XML, que vous connaissez, l'XHTML, la PNG, la Vorbis, la FLAC, etc. Donc, ces 5 normes aussi que j'ai choisies, d'accord, je les ai choisies par rapport à leur importance et qui reflètent, et qui luttent contre le monopole des normes exercé par les organismes qui travaillent à modèle fermé, comme Apple, dans certains produits consommés dans le monde numérique par les utilisateurs, comme les photos, comme la vidéo, comme les pages web, etc. Donc, si je vous cite le XML, l'XML signifie Extensible Markup Language. C'est un langage, bien sûr, informatique, d'accord, utilisé dans la conception ou le développement du site web. Et dont le but essentiel de cette norme, c'est de faciliter les échanges d'informations dans le web. D'accord? Et son principal domaine de fonctionnement du XML, c'est la fabrication des données textuelles. Texte. Voilà. Le deuxième exemple, le XHTML, c'est aussi un langage de fabrication, de développement de pages web, donc Extensible Hypertext Markup Language. Il est basé sur l'XML, d'accord, et qui font pratiquement la même prestation, c'est-à-dire le développement de pages web. La PNG, le format PNG ou la norme PNG, vous la connaissez. Portable Network Graphics. C'est un fichier graphique, c'est-à-dire de photos, qui a été créé en 1995 dans le seul libre de lutter contre le monopole du format GIF, photo GIF, d'accord, dont les droits étaient détenus par la société Unisys, je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, c'était l'exemple de la PNG et du GIF dans la photo. C'est un bon exemple qui montre la guerre qui existait entre les formats ouverts et les formats. Vorbis, c'est un algorithme de compression et de décompression des fichiers audio.
la musique, le son. Donc, compression, décompression. Donc, c'est un codec. C'est un algorithme codec qui aussi lutte, qui est ouvert, public, libre, sans aucune licence, et qui existait pour lutter contre le format MP3 que vous connaissez, qui est un format fermé, propriétaire. Mais malgré ça, MP3, malgré qu'il soit un format fermé, qu'on arrive à le craquer, donc on arrive à l'utiliser librement, malgré son... C'est pour ça qu'il est toujours plus populaire que Vortex. Un codec audio, d'accord, qui est aussi un codec audio open source, dont l'utilisation vise à limiter la dominance du MP3, mais il est toujours aussi, qui n'est pas très très populaire. D'accord. Voici les 5 formats de normes ouvertes que j'ai choisis. D'accord. Donc, malgré leur format ouvert, ils ont acquis un statut de norme internationale très connu. En France, sur les droits d'auteur, de l'information qui s'appelait le DAT-VICE, et trouvé par la chambre opposée des définitions, dans le secteur des normes, des définitions bien sûr applicables dans le domaine juridique. La compatibilité, par exemple, est définie dans la loi française comme étant la capacité de 2 systèmes à communiquer sans ambiguïté. Voilà. C'est une sorte d'interopérabilité, mais la définition de l'interopérabilité, c'est la capacité de rendre les 2 systèmes compatibles. Voilà la différence. La compatibilité, c'est dans la loi française. Hein. J'ai pris comme exemple, dans la loi française, la loi sur les droits d'auteur, bien sûr, pour régler les problèmes de propriété intellectuelle qui peuvent surgir à tout moment. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des centaines de procès devant des tribunaux sur ce problème. Le problème de propriété intellectuelle, notamment dans le domaine numérique. Donc, la compatibilité entre 2 systèmes, c'est la capacité de communication de ces 2 systèmes sans problème, et l'interopérabilité entre ces 2 systèmes, c'est la capacité de les rendre compatibles. Et donc, comment arrive-t-on à rendre 2 systèmes compatibles pour assurer une interopérabilité entre eux? C'est fournir à l'interopérabilité, au processus d'interopérabilité, les informations nécessaires et qui sont bien sûr disponibles sous forme de normes ouvertes. D'accord? C'est pour ça, par exemple, que les produits Apple ne sont pas interopérables, totalement interopérables avec les autres produits de la même catégorie. D'accord? Pourquoi? Parce que les normes d'Apple sont fermées. Donc, conclusion, le fait que les normes soient ouvertes avantage l'interopérabilité de systèmes. C'est-à-dire, la norme ouverte est un avantage pour une bonne interopérabilité. La norme fermée, c'est un inconvénient.
D'accord? Donc, la norme fermée, c'est le titre du prochain paragraphe, c'est-à-dire les formats fermés et propriétaires. D'accord? Comme je viens de le dire, c'est un frein important à une interopérabilité. Lorsqu'on utilise les formats fermés dans les équipements qui soient hardware ou logiciels, on diminue considérablement leur interopérabilité. Et cette diminution, comme dans le cas d'Apple, par exemple, elle est volontaire, c'est-à-dire elle évolue. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, les gens qui sont à l'origine de cette fermeture de format ou de norme, ils ne veulent pas que les fichiers de la même catégorie, par exemple d'un logiciel, soient lus avec d'autres logiciels. D'accord? Voilà, par exemple, si je prends Microsoft comme exemple, si on prend un format .doc, ok, Microsoft ne veut pas que son fichier .doc soit lu en utilisant un autre logiciel que le Word. D'accord? Dans un format fermé, un utilisateur ne peut pas utiliser un autre logiciel pour lire ces données. C'est ça. Et c'est un frein pour l'interopérabilité. Et des lois qui ont été promulguées, d'accord, comme par exemple la DMCA, c'est une loi, Digital Millennium Copyright Act, aux États-Unis, et il y a eu aussi une loi en Union européenne, c'est la directive européenne sur le droit d'auteur. Ces deux lois ont été promulguées pour gérer ce genre de pratique de fermeture de format ou de normes. D'accord? Et le meilleur exemple, je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas communiquer à partir de Messenger avec une personne qui utilise Viber. Pourquoi? Parce que les protocoles ne sont pas compatibles, donc elles ne sont pas interopérables. Ça, c'est un exemple. D'accord? Questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je termine avec cette remarque. Entre le monde du format ouvert et celui du format fermé, ou de la norme ouverte et celle de la norme fermée, il y a l'existence d'un nombre d'organismes plus ou moins ouverts pour sélectionner des profils qui seront des membres beaucoup plus orientés entreprise que autres. Et aussi, l'adhésion à ces organismes peuvent être gratuites comme elles peuvent être payantes. Et ces organismes, qui sont dans la majorité des cas des organismes d'État, il y a l'organisme ISO, qui est très très important, qui n'active pas uniquement dans le domaine informatique et télécom, il active dans de tous les domaines, c'est l'Organisation internationale de la normalisation, ISO. Et il y a l'IUT que vous connaissez, l'Union internationale des télécoms, ou l'ANSI, l'Institut américain national des normes, et l'AFNOR,
c'est l'Association française de la normalisation, et toutes ces organisations sont membres adhérents dans l'Organisation internationale de normalisation, ISO. Vous connaissez ISO, ISO 9000, ISO 6000. C'est l'organisme qui approuve et qui agrémente toutes les normes, que ce soit dans les voitures, dans le blé, dans les yaourts, dans le chocolat, etc. C'est-à-dire, malgré cette problématique qui existe dans le secteur informatique, télécom, Internet, entre la guerre entre la norme ouverte et la norme fermée, entre ces deux mondes, il y a les organisations internationales qui gèrent cette lutte sans dégâts, sans... Par exemple, la dernière mesure qui a été approuvée par l'Union européenne en imposant dans tous les pays membres de l'Union européenne un chargeur de téléphone portable universel. Cette décision ne plaît pas à Apple. Est-ce que si jamais ils n'adhèrent pas, les iPhones, leur vente va être interdite dans l'Union européenne. Ou bien la vente avec chargeur va être interdite. Donc, vous voyez, c'est le politique qui décide. Pour le bon intérêt des utilisateurs citoyens de l'Union européenne, il faudra que tous les téléphones portables aient le même chargeur. Vous savez pourquoi? Monsieur, vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas très bien entendu à la fin. Personnellement, je ne sais pas. Pourquoi l'Union européenne a décidé de rendre le chargement énergétique de téléphone portable à travers un chargeur universel, unique pour tous les téléphones portables vendus dans leur territoire. Pourquoi? Vous n'avez pas une idée? Le secret de la fabrication تاعهم. Non, ce n'est pas ça le plus important. Raisonner par rapport à l'intérêt de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre au même pied d'égalité l'ensemble des utilisateurs désirent se doter d'un téléphone portable. Et en même temps, c'est environnemental, c'est-à-dire l'environnement. D'accord? L'environnement, c'est-à-dire moins de pollution à travers la fabrication des... Vous savez, le chargeur est devenu aujourd'hui un point de lutte, de concurrence entre les fabricants de téléphones portables. Chargeur rapide, c'est-à-dire qu'il a un courant d'induction plus important, donc il peut charger le téléphone portable en 10 minutes. Contrairement à un autre qui a un courant d'induction inférieur au premier, donc pour le même portable, il peut le charger en 3 heures et non pas 10 minutes. D'accord? Certains militants des causes de protection du climat, par exemple, pensent que le chargeur rapide pollue plus l'atmosphère que le chargeur lent. C'est un point. Donc, pour le bien-être de la planète, ils ont décidé à ce que le chargeur soit universel, c'est-à-dire fabriqué avec les caractéristiques techniques imposées par les gouvernements. C'est-à-dire, s'il veut limiter la valeur du courant d'induction à 2 ampères ou à 1 ampère, donc tous les téléphones portables seront à 1 ampère. S'ils veulent que le câble soit fabriqué avec un matériel qui n'est pas coûteux ou qui est recyclable,
savez, les plus grands déchets non recyclables sont les déchets de la téléphonie mobile. Les chargeurs, les anciens terminaux, les leurs composants, etc. Donc, ils ont décidé de mettre de l'ordre dans leur espace. Est-ce qu'ils vont réussir à imposer ça aux géants de la téléphonie mobile, aux fabricants des terminaux mobiles? On ne sait pas encore, on va voir. C'est un exemple que je cite. D'accord? Vous avez un cours? On a un TP, monsieur. Hein? Un TP, moi, un cours. Ah, ben là, je vous libère. Donc, on se voit demain à 8h, c'est ça. On se voit en ligne. Quand est-ce qu'on va commencer les cours en présentiel? السمانة الجاية إن شاء الله monsieur. هاد السمانة اللي جاية. تسمى هاد le dimanche إن شاء Donc, الله. en attendant la semaine prochaine. Portez-vous bien et à demain, Inch'Allah. Merci monsieur. Bonne fin de journée. Merci, monsieur.